pas. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec Monsieur Delbecq. Bonsoir Monsieur Delbecq. Bonsoir. Alors ma première question est la suivante. Vous avez décrit dans plusieurs livres l'émergence d'un contexte nouveau pour les décideurs, que vous caractérisez par de l'incertitude et le changement permanent. Dans ce contexte, comment s'intègrent les pratiques d'influence? Ont-elles toujours existé? Y a-t-il quelque chose de nouveau sous le soleil, notamment en France? Merci. Alors, avant de commencer et de me tenir à cet exercice réglementaire dans ces murs qui est la maîtrise du temps, je voulais quand même petit un dire que nous sommes au mois de juin. Moi, mon anniversaire est au mois d'août, c'est pas si loin. Deuxièmement, que je suis très heureux d'être ici parce que je me suis fait la réflexion assez dramatiquement, il y a de ça quelques minutes, que la dernière fois que j'avais posé les pieds dans cet amphi, en particulier, ça faisait quasiment 20 ans. Mais je trouve que je n'ai pas du tout changé. Et en plus, j'avais le bonheur de partager cette expérience tout à fait indescriptible avec mon camarade David Collomb. Donc je suis d'autant plus heureux d'être ici ce soir, de l'avoir revu. Et je remercie encore Claude Revel pour l'ensemble de ces manifestations intéressantes d'émotions que je peux comme ça vous transmettre. Pour répondre à la question qui m'est posée, l'influence, c'est effectivement pas quelque chose de nouveau. En revanche, ce qui est intéressant de poser dès l'abord de nos débats, c'est une petite grille d'évaluation, j'allais pas dire du monde, mais enfin en tout cas des rapports intersubjectifs, puisque depuis toujours, il y a 4 manières de traiter son rapport aux autres, que sont l'amour, je vous conseille la dernière publication de Luc Ferry en la matière, la guerre, la négociation, qui fonde tout notre modèle capitaliste pour ainsi dire l'échange, le fait de discuter, d'arriver à un compromis, et puis l'influence. L'influence, certes, elle a toujours existé, mais elle n'est pas aujourd'hui ce qu'elle était hier. Je m'explique. L'influence, c'est 4 manières de faire. C'est l'exemplarité, de l'argumentation, de la séduction ou de la manipulation. Très clairement, dans le passé, ce que nous avons nommé influence, et notamment en France, s'exerçait par le biais de la culture. Et ça produisait ce que nous appelons toujours le rayonnement. Mais nous continuons toujours à confondre influence ou rayonnement, enfin, influence et rayonnement, influence et culture, alors que nous sommes passés dans l'orbite de l'influence comme séduction ou manipulation. Et ce qui est finalement intéressant dans tout cela, c'est que je vous ai décrit 4 signaux avec ces 4 modes intersubjectifs, et aujourd'hui, c'est ce qui fait la caractéristique de notre temps, 2 sont entrés en collision forte, la guerre, la contrainte, et l'influence dont je vous parlais. Et finalement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui que l'influence, si je devais le définir très brièvement, et vous allez voir que je vais rentrer dans le temps imparti, l'influence, c'est la métamorphose de la contrainte, c'est la métamorphose de la violence. Et aujourd'hui, les stratégies d'influence dont nous aurons l'occasion de parler ce soir sont une forme de métamorphose de la contrainte. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi la contrainte, la violence, la guerre se métamorphose-t-elle? Pour une raison simple, c'est qu'après 2 guerres mondiales, après les hécatombes que nous avons connues, 14-18, la première grande guerre civile européenne, l'Holocauste, eh bien aujourd'hui, plus jamais la guerre ne peut servir de mode d'intersubjectivité légitime et que l'influence est une autre manière pour les organisations et les nations de se faire la guerre. Merci pour cette réponse, effectivement, qui respecte le temps imparti. N'est-ce pas ? Comment l'État français, plus précisément, intègre-t-il concrètement les enjeux d'influence et quels outils utilise-t-il? Est-ce que vous pouvez dégager des tendances en la matière? Et est-ce que vous pensez qu'il existe une manière française de faire de l'influence? Alors concrètement, comment les intègre-t-il? Mal. J'avais le choix, hein. Je pouvais soit vous dire que tout allait bien, Madame la Marquise, soit vous dire ce que je pensais vraiment. Donc ce que je pense vraiment, c'est mal. Pourquoi? Parce que les stratégies d'influence que j'évoquais tout à l'heure nécessitent d'abord de faire sien le diagnostic que j'essayais de poser et de comprendre que nos outils traditionnels, à savoir la diplomatie classique, l'action militaire classique ou même l'action civilo-militaire classique, l'action économique classique, et bien que tout cela, tout simplement, ne marche plus. Alors, l'une de mes spécialités, comme mes petits camarades Claude Revel et Alice Guillon, est l'intelligence économique. Et pourquoi les deux se rallient très concrètement? Parce qu'aujourd'hui, le seul moyen de faire face à ce monde incertain et complexe, c'est de poser que les échiquiers se sont interconnectés, c'est-à-dire que les outils séparément ne marchent plus, et c'est ce que nous continuons à faire dans notre pays, à essayer d'utiliser les outils chacun à sa mesure, c'est-à-dire, pour faire simple, que généralement, sauf si on les force, le diplomate ne parle pas aux militaires, lequel ne parle pas au chef d'entreprise, et ça marche dans tous les sens. Alors que, bien évidemment,
Le grand enjeu d'aujourd'hui, c'est que celui qui met son pied le premier dans la porte a gagné et emmène les autres avec lui. Donc l'influence, très concrètement, c'est des cartographies d'acteurs liés, c'est des gens qui se font la courte échelle, et je n'ai pas d'autre diagnostic à vous faire que de vous dire que l'État français ne le fait pas. Alors, pour moi, j'ai une question à Alice Guillon, une première question à Alice Guillon. Vous-même, dans l'enseignement supérieur, avez-vous à faire face à des influences extérieures comme les normes, les pressions médiatiques ou autres qui finalement influenceraient vos stratégies ou même le contenu de votre enseignement ? Oui, complètement. Je dois juste relativiser pour l'enseignement supérieur par rapport à d'autres secteurs, parce que je le mettrai en lien avec le phénomène de globalisation que nous vivons aujourd'hui dans l'enseignement supérieur et notamment dans ces belles maisons comme celle où nous sommes aujourd'hui. L'idée, c'est que l'enseignement supérieur s'est globalisé il y a une trentaine d'années, c'est-à-dire très récemment, et on a vu très rapidement apparaître des organismes qui avaient pour vocation de normaliser, de standardiser à la fois effectivement la pédagogie, de normaliser la recherche et puis les curriculums pour les étudiants. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui à peu près 12 600 acteurs, on va dire, dans le monde de l'enseignement supérieur qui délivrent des diplômes à la fois de bachelor et de master. Et là, je compte de ceux qui sont particulièrement référencés, qui sont un petit peu dans les courses, j'allais dire, dans la course à la globalisation. Et dans l'apparition de ces différents acteurs, comme le FMD, peut-être que ça ne vous parle pas trop, mais c'est la Fondation européenne qui s'occupe de la normalisation et de la standardisation des enseignements en management sur le plan européen et même mondial aujourd'hui, qui fait une course effrénée contre l'accréditation américaine et SISB, qui, elle, normalise et standardise les enseignements plutôt, on va dire, anglo-saxons. Et on a vu apparaître ces acteurs qui nous ont un petit peu imposé, finalement, alors ils nous ont imposé des très bonnes choses, parce qu'ils nous ont imposé de définir des stratégies, et c'est vrai que nous sommes des opérateurs de management, mais nous étions assez mauvais en termes de définition de nos stratégies, de nos positionnements dans l'arène internationale, et on était plutôt en train de travailler au niveau local. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, et avec ces acteurs-là, on est en train de rentrer dans une sorte de concurrence, aujourd'hui qui est une concurrence, j'allais dire, gentille, mais qui existe effectivement. Et pourquoi ? Tout simplement parce que la formation, c'est un moyen aussi pour les États, pour les nations, d'être des influenceurs très importants au niveau économique, au niveau politique, partout dans le monde. Je prends l'exemple souvent de grandes entreprises que nous connaissons ici en France qui financent beaucoup de bourses, par exemple, pour des étudiants étrangers dans des pays, alors pour que ce soit, par exemple, pour ne pas les citer, des entreprises dans l'énergie, pour des pays là où on a des ressources naturelles un peu importantes. Pourquoi ? C'est une façon aussi de créer des réseaux et d'aller générer des programmes d'influence directement dans ces pays. Et tout ceci est en train d'être essayé, d'être contrôlé, on va dire, par ces organismes à la fois d'accréditation, des associations. On a vu émerger les associations asiatiques, des business schools et des universités, les associations africaines, les associations américaines. Donc chaque pays, chaque continent est en train de se doter d'outils qui sont des outils de normalisation et de standardisation, mais qui sont de véritables armes, en fait, pour pouvoir imposer à un moment donné des normes et puis des progrès, on va dire, à la fois dans nos programmes ou nos programmes de recherche, et qui nous dictent un certain nombre d'évolutions stratégiques. Si on regarde aujourd'hui l'évolution des programmes, alors je prendrai peut-être l'exemple des grandes écoles avec le management, mais c'est vrai dans toutes les autres disciplines, on s'aperçoit que petit à petit, nous sommes poussés justement par ces organismes à introduire toutes les notions, et c'est tant mieux, toutes les notions d'éthique, de développement durable, de diversité. Aujourd'hui, on a de plus en plus de programmes de niveau master ou bachelor autour de ces préoccupations. Alors c'est une bonne chose parce que ça nous contraint, j'allais dire, tous globalement à évoluer. Il y a eu un problème, c'est ce qu'on appelle la MeToo stratégie, c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un innove quelque part, les autres font la même chose. Et du coup, on a une tendance à concentrer le marché, à le régionaliser, à le redécouper selon des zones géographiques ou selon des stratégies, dans des groupes stratégiques plus ou moins différents. Mais en tout cas, on sent une pression aujourd'hui dans l'activité, on va dire, scientifique et de l'enseignement supérieur. On sent des contraintes qui pèsent aujourd'hui sur notre façon de définir nos programmes, et surtout, la norme aujourd'hui, dans le management en tout cas, elle est véritablement édictée par les anglo-saxons. C'est pourquoi, et ce qui est une bonne nouvelle, je finirai là-dessus, le FMD, qui est la Fondation européenne pour le développement du management,
a un président qui est Alain-Dominique Perrin, qui est un Français, et a un directeur général qui est Éric Cornuel, qui est un Français. Ce qui fait qu'on arrive à contrecarrer un petit peu ces normes et ces standards par rapport, effectivement, au système d'accréditation, qu'ils soient américains ou asiatiques, et qui sont en train aujourd'hui d'émerger et de nous forcer à rentrer dans des dispositifs qui sont peut-être pas nécessairement très vertueux pour les écoles ou les universités. Donc nous subissons effectivement de plein fouet, depuis quelques années, des problèmes d'influence dus aux normalisations et aux standards. Et est-ce que vous pensez que l'enseignement français et même européen est bien armé justement pour faire face à cette influence? Et est-ce qu'elle peut, enfin, qui influence qui du coup, et comment est-ce que les Français et les Européens sont alliés ou concurrents dans ce domaine? C'est une très bonne question, parce qu'il y a une vraie réflexion, mais qui est très récente, de la part des Français et de la part des Européens, qui ont eu tendance, alors vous avez dû le voir, à se dire finalement, si on prend les disciplines scientifiques au sens large, qu'elles soient sciences sociales ou sciences, on va dire, plus dures, on a toujours la bonne parole venait des États-Unis. Si je prends le domaine des business schools, on était toujours un peu suspendu à ce qu'allait faire Wharton, Harvard, Dartmouth, Stanford ou autres. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu une prise de conscience que la stratégie gagnante pour des écoles ou des universités se trouve dans une stratégie de différenciation. Et donc, il y a une tendance à un peu s'extirper de ces modèles. Nous, typiquement, c'est ce qu'on a fait en allant ouvrir un campus aux États-Unis, en allant ouvrir un campus en Chine. Tout le monde nous a pris pour des fous. C'était pour montrer aux Américains que finalement, il y a un modèle vertueux à la française, qui est un modèle très robuste, qui est celui des grandes écoles, et qui marche très bien, et qui est très professionnalisant, et qui est très ouvert, très, très concret, et surtout scientifiquement très avancé, qui n'a aucune raison qu'on se fasse imposer systématiquement des modèles. On va même d'ailleurs ouvrir une classe préparatoire là-bas. Donc, pour vous dire, on est allé même très loin. Donc, qui influence qui? Aujourd'hui, on a quand même une grosse influence qui vient du monde anglo-saxon, mais je pense uniquement, si vous prenez dans le management le système des cas, toutes les problématiques de qualité, de re-engineering, etc., tout ça nous a été systématiquement imposé depuis une trentaine d'années. Aujourd'hui, on est en train, je pense, de réagir au niveau européen, vraiment, et bien organisé, et avec les Français, j'allais dire, en tête, puisque les Français réussissent extrêmement bien sur la scène internationale. Il suffit de prendre les classements du Financial Times pour voir que les écoles et les universités françaises résistent très bien. Maintenant, il faut qu'on soit armés et contents de travailler ensemble pour pouvoir aussi imposer nos règles à un moment donné sur la scène mondiale. Les Chinois sont en train de s'arranger pour créer une norme asiatique qui va être très puissante, parce qu'ils ont quand même 2500 universités reconnues dans leur programme, dont le programme 211 qui a extrait justement les 211 meilleures universités qui vont nous imposer un tas de choses. Il faut qu'on soit vigilant avec ça, parce il y va, moi je dis vraiment, et en termes d'intelligence économique, je pense qu'il y va de la compétitivité de la France au travers de ces organismes de formation. Donc on n'est pas encore, je vous rassure tout de suite, on ne s'entend pas encore entre Français, on s'entend très bien entre Européens, entre Français c'est autre chose, on est toujours un peu le camp retranché de Baba au Rhum à tous penser qu'on fait mieux les uns que les autres, mais de toute façon à un moment donné, on va être obligé conjointement, et nécessairement là le FMD fait un travail remarquable, c'est de nous mettre tous autour de la table pour dire influençons aussi à notre tour les normes, l'enseignement, la recherche. Là, on travaille énormément sur les problématiques de diversité, de gouvernance, notamment de contenu de recherche, pour ne pas se faire imposer systématiquement des approches très analytiques américaines, et de travailler beaucoup plus sur des choses plus qualitatives. Mais en tout cas, on est en train de s'armer actuellement pour réagir. Donc je dois dire qu'on n'a pas on a commencé ce travail, il n'est pas encore finalisé, il y a beaucoup de travail à faire, mais aujourd'hui, clairement, la norme venait typiquement du monde anglo-saxon, ça c'est clair. Alors du coup, on voit qu'il y a quand même une manière française d'influencer. Est-ce que cette influence à la française est impulsée par l'État français, et comment est-ce que l'État français intègre ces enjeux d'influence ? Bon, on va pas être politiquement correct, mais en matière d'enseignement supérieur, vous savez, nous, on a une dualité qui est très spécifique en France, c'est qu'on a deux mondes qui vivent et qui cohabitent, c'est le système universitaire et le système des écoles. Et on a tendance à pas trop se parler, et globalement, il y a des milliers d'étudiants dans le système universitaire, il y en a quelques milliers dans l'univers des écoles. Or, si vous prenez tous les boards du CAC 40 et des grandes entreprises, qu'elles soient françaises ou internationales, on y retrouve plutôt, et on est dans
une maison qui produit ce genre de talent, on y retrouve plutôt des gens qui sont issus justement de ces systèmes un peu dits élitistes. Le gouvernement français aujourd'hui, on s'est beaucoup battu avec Alain Juillet lorsqu'on a créé le référentiel, vous le savez peut-être, Claude le sait, auprès du ministère, auprès du gouvernement, pour essayer de démontrer qu'il fallait justement s'armer, faire attention, que l'enseignement était véritablement aussi un secteur stratégique pour un pays. Je ne suis pas sûre qu'on ait eu un écho extrêmement favorable. Maintenant, je crois que petit à petit, les choses vont se faire, comme toujours en France, et qu'il y aura une prise de conscience qu'à un moment donné, il y va, encore une fois, de la compétitivité de la France et de la compétitivité de l'Europe, au travers de ces organismes de formation. Donc la prise de conscience, je pense, est en train d'avoir lieu. Maintenant, je ne peux pas dire qu'on ait eu un soutien extraordinaire des pouvoirs publics dans le domaine, ça qu'on soit très clair. Je vous donne juste un exemple. Nous, on ouvre le système des classes prépa est un système qui est ça concerne que très peu de monde. Or, c'est un système qui est assez robuste. L'autre système est très très bon aussi, mais on se dit toute la journée qu'il faut arrêter les classes prépa. Or, c'est un des systèmes qui marche le mieux. Et je me suis dit, mais pourquoi, quand quelque chose marche si bien, on a envie de l'enlever? Pourquoi on n'irait pas montrer aux autres que justement, comme ça marche bien, il faudrait le déployer? C'est ce qu'on a fait à Raleigh. Je peux dire que j'ai bataillé 1 année et demie pour faire comprendre aux autorités qu'à un moment donné, ça serait pas mal de soutenir un projet, de mettre la France au cœur des États-Unis pour montrer que le modèle est robuste. J'arrêterai là l'exemple. Dernière petite question, vous faites partie de la conférence des grandes écoles et vous avez personnellement participé à la mise en place du référentiel d'enseignement de l'intelligence économique avec Alain Juillet, qui est un ancien haut responsable de l'intelligence économique. À ce titre, estimez-vous que les dirigeants de grandes écoles françaises et des universités ont pris la mesure des enjeux de l'influence et qu'ils y sont encouragés par les entreprises? Je vais me faire plein de copains. J'ai besoin de financement, oui. Le souci... ils ne sont pas là, je peux y aller. D'accord. Le problème est que je pense que les deans, les directeurs, qu'ils soient d'université ou d'école, je pense qu'on partage tous et on est conscient qu'à un moment donné, la notion de réseau, d'influence, de standardisation, de jouer nous sur la scène internationale pour défendre nos prérogatives, on le sait, et je ne pense pas qu'il y ait un directeur d'école ou d'université qui ne soit pas conscient de ça. Maintenant, quelle est notre capacité à pouvoir agir de concert et à pouvoir créer une véritable dynamique autour de ça via des enseignements? C'est pas encore tout à fait gagné. Alors effectivement, ce qu'on a fait, d'ailleurs l'INSJ a été, un opérateur de poids dans le domaine. On a pris des écoles pilotes, des universités pilotes pour développer la formation en intelligence économique dans tous pour tous les cursus d'enseignement supérieur. C'est en train de démarrer, c'est en train de marcher. Mais juste encore un autre exemple, et je vais peut-être dépasser un peu mon temps. Quand on s'est installé aux États-Unis, on a dû produire, pour obtenir le licensing, tout ce qu'on faisait dans nos cours. Et on a un cours d'intelligence économique au niveau bachelor, au niveau master, au niveau PhD. Et quand les Américains ont vu arriver nos curriculums avec cette batterie de cours, le seul cours qu'ils ont enlevé pour le licensing, c'est celui-ci. Alors posons-nous la question, pourquoi? Est-ce que ça veut dire que les Américains l'enseignent pas? C'est pas ça, c'est qu'ils l'ont déjà diffusé partout dans leurs enseignements, c'est culturel. Et nous, on se sent encore obligé d'aller faire un cours de competitive intelligence ou de business intelligence ou d'influence ou de choses comme ça, pour essayer d'évoquer ça auprès de nos étudiants et leur dire attention, ça compte et ça va être très important dans votre vie professionnelle. Donc on est sur des degrés de maturité qui sont totalement différents. Et je pense que s'ils l'ont enlevé, ils sont très avancés par rapport à nous sur le domaine. Et nous, il faut qu'on s'organise pour pouvoir le lancer. J'arrête là. Merci beaucoup, Alice Guillon. Avant de faire la transition avec Jérôme Brunel, je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les faire passer à Rennes, qui est à côté de moi. Et si vous voulez, vous pouvez en poser une tout de suite d'ailleurs. Non? Voilà, il y en a une là. Après. Donc on la posera après alors dans ce cas. Mais faites-les passer à Rennes si vous en avez d'autres. Alors, donc Jérôme Brunel, s'il est un secteur dans lequel les enjeux de normes et de régulation sont bien connus du grand public, on peut dire que c'est celui de la finance, en raison de l'actualité que l'on sait. Toutefois, on entend un peu tout et n'importe quoi dès qu'il s'agit de finance, et j'ai envie de poser une question un peu provocatrice. En tant que responsable du secteur financier, donc, que vous êtes, y a-t-il un complot ou des influences concertées du capital au niveau mondial? Et plus sérieusement, pouvez-vous nous parler de l'influence des marchés, des pratiques de lobbying avancées qui visent à influencer la réglementation ou les pratiques de notre secteur, et des exemples? Bon, écoutez, je vais peut-être vous décevoir, mais je ne crois pas au complot.
Je ne crois pas au complot. Alors le mur de l'argent a peut-être existé à un moment donné ou à un autre, mais maintenant les masses de liquidités sont telles que et je ne vois pas que puisse exister dans les marchés financiers, d'ailleurs ils sont multiples et variés, un Big Brother qui ordonnance au fond une tendance. Par contre, et c'est le propre des marchés, ils sont composés d'acteurs, lesquels acteurs font des analyses rationnelles quand ils ne sont pas dans une panique noire, ils font des analyses rationnelles et ils ont des convergences d'intérêts. Et c'est ceux qui ont les analyses opposées qui, à un moment donné, rencontrent ces investisseurs ou acteurs du marché et qui font la transaction à un moment donné ou à un autre. Donc je ne crois pas au complot, mais je crois donc à cette analyse rationnelle qui conduit donc à des marchés qui sont au fond des révélateurs de situation. C'est certes le moins mauvais des systèmes, il faut l'accepter. Les marchés financiers révèlent des situations et ne les créent pas. Par contre, ils les amplifient. Et les amplifiant, on n'est pas très loin à ce moment-là d'abus, entre guillemets, de comportements moutonniers ou de panique, et naissent alors des effets de spéculation ou de bulles d'actifs. Mais au fond, quand ils sont révélateurs de situations, eh bien, il faut les prendre comme tels. Et c'est à nous, qui sommes sous influence des marchés, de répondre à cette influence et d'influencer, nous acteurs, banques, entreprises, ces marchés en disant et en justifiant les politiques que nous menons. On ne peut pas condamner, au fond, je ne sais pas, un fonds de pension gérant les retraites des enseignants américains qui se posent actuellement des questions sur leurs actifs libellés en euros. Jusqu'où vont-ils rester et quel est le pari qu'ils font? Bon, ça, ce n'est pas en soi de la spéculation, c'est en soi un révélateur de la grande interrogation que nous avons sur l'Europe, sur le maintien du système de l'euro, etc. Bon, donc nous, entreprises bancaires, nous fonctionnons dans ce cadre et nous sommes confrontés actuellement à une avalanche de régulation qui concerne pratiquement tous les secteurs de la banque, que ce soit le capital, la liquidité, la manière avec laquelle ces banques doivent être ou peuvent être sauvées sans passer par la case dépôt de bilan, tout en touchant les créanciers de façon à ce que tout le monde concourt à ce sauvetage. Donc, énorme transformation importante. Et là, évidemment, intervient nos actions de lobbying, c'est-à-dire nos actions d'influence. Nous ne refusons évidemment pas le renforcement du système financier, mais ce que nous recherchons, c'est que les règles qui vont être édictées pour un certain nombre de décennies, ou en tout cas d'années, collent au terrain et nous permettent toujours de faire notre travail. Et derrière, ce que je voudrais dire ce soir, c'est que rien n'est neutre. Il y a actuellement un certain nombre de transpositions de règles, vous en avez peut-être entendu parler, qui s'appellent BAL 3, etc. Et derrière, il y a, alors le terme est un petit peu fort, mais en tout cas, il y a une guerre des modèles bancaires. Il y a une influence pour que les modèles qui prévaut dans certains pays l'emportent sur d'autres. Et non pas évidemment par goût de la compétition, mais tout simplement par un effet de concurrence pour évidemment imposer son propre système et affaiblir le système bancaire du pays voisin. Donc ne nous y trompons pas, derrière toute cette technicité assez ardue, il y a vraiment une guerre d'influence des modèles bancaires. Je prends l'exemple du modèle bancaire français, qui est un modèle, comme vous le savez, de banque universelle,
ou de banque universelle intégrée. C'est-à-dire que nous vendons entre 8 à 10 produits par client dans nos réseaux, lesquels produits sont fabriqués par nos usines de production, que ce soit la carte, que ce soit le crédit, que ce soit une couverture de taux, etc. Voilà. Le modèle anglo-saxon, parce qu'on y vient, c'est de ça dont il s'agit, est beaucoup plus éclaté. Deuxièmement, en France, nous avons un système qui s'appelle la banque assurance, qui n'est pas la juxtaposition entre une banque et une assurance qui ait des clients différents, mais une banque et une assurance qui ont les mêmes clients. Donc quelque chose de totalement intégré. Bien. Ces modèles gênent, j'allais dire, dans l'architecture cible qu'ont beaucoup de régulateurs internationaux, qu'ils soient à Bâle, qu'ils soient en Europe ou qu'ils soient au niveau plus macro du G20. Donc, ce que nous disons contre une influence anglaise assez forte, nous disons diversité des modèles et nous montrons par l'exemple l'efficacité de certains modèles. On a beau être non anglo-saxon, on peut être également performant. Et c'est ça, au fond, globalement, le travail que nous faisons, tout en étant évidemment, comme entreprise cotée, sous influence des marchés. Mais au fond, c'est un bon correcteur de déviance. Alors, on a bien compris qu'en tant que représentant d'une institution financière, vous intégrez parfaitement les techniques d'influence, et ça fait partie de votre métier. Et en tant que responsable opérationnel, la question que j'ai envie de vous poser, c'est comment conciliez-vous cette nécessité donc de faire de l'influence en termes de technique et de pratique, avec l'éthique et la responsabilité sociale qui pèsent elles aussi sur la façon d'agir finalement sur les entreprises? Oh là, il faut être clair, c'est quelque chose qui va de soi. Il ne faut pas croire que nous sommes peut-être dans un système qui ont existé d'influence appuyée sur un carnet de chèques. Nous ne sommes clairement pas aux États-Unis. Les lobbyistes dont je suis, français et européens, n'ont pas de budget. Ils ont quelques moyens de collaborateurs autour d'eux, et puis leur seule influence, c'est les mots et les discours qu'ils tiennent à des personnes qui sont pour 80% des sujets que l'on traite en Europe. Et il y a un système démocratique européen extrêmement transparent, à en être d'ailleurs très très lourd. La moindre réforme nous donne lieu à des consultations. La moindre réponse est diffusée sur Internet très rapidement. Lorsque moi je demande un rendez-vous auprès d'un parlementaire parce que je veux l'influencer, dans une certaine mesure, il y a un registre qui tient le calendrier et qui dit que monsieur untel est allé voir monsieur untel, etc. Je suis moi-même inscrit dans une liste de lobbyistes à Bruxelles. Alors évidemment, il y en a quelques dizaines de milliers, au moins une dizaine de milliers, mais tout ça est vraiment transparent. Là-dessus, c'est assez clair. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Bobel. Qui va redonner la parole tout de suite à Jean-Marie Cambacérès. Parce qu'en tant qu'homme politique français, pensez-vous qu'en termes d'influence, la situation en France peut être comparée à celle d'autres États? Plus concrètement, vous êtes un proche de François Hollande et vous avez soutenu sa candidature à partir de 2010 au travers donc, du think tank Démocratie 2012, on en parlait tout à l'heure. On parle de plus en plus du rôle des think tanks en politique comme d'une transposition des pratiques anglo-saxonnes sur la vie politique française. Qu'en pensez-vous? Merci, il y a beaucoup de questions. Beaucoup de questions dans la question. Donc comme j'ai 3 minutes, je vais essayer de les répartir en 3 fois 1 minute. En disant d'abord que je remercie Claude Revel et vous tous de cette organisation. Moi, je n'ai pas retrouvé avec émotion cet amphithéâtre dans la mesure où je n'ai pas fait Sciences Po ici. Il ne faut pas oublier la province. Bon. Donc j'ai fait Sciences Po à Grenoble, vous voyez. Et vous étiez un peu... Très chic. Oui, c'est très chic, oui, parce qu'il y a beaucoup moins de réussite aussi, pour l'ENA, je voulais dire. Quand j'écoutais comment on me présentait, je me demandais si c'était de moi qu'on parlait.
parce que c'est pas que c'était faux ce qu'on a dit, mais simplement c'était il y a tellement longtemps que je m'en rappelais plus. Et vous avez dû vous demander pourquoi un ingénieur agronome allait vous parler de l'influence et de la Chine. Alors moi-même, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'avais fait l'agro avant tout le reste, parce que j'ai fait Sciences Po après, j'ai fait une licence de chinois, j'ai fait l'IHEDN, j'ai fait l'ENA. Bon, c'est vrai que j'ai accumulé un certain nombre de choses, mais il y avait l'agro. Et je le garde parce que par la vie, et j'avais fait spécialisation viticulture œnologie. Et je pense que l'influence du vin, c'est quand même quelque chose de très important dans le monde de la science du vin pour les Français. Donc j'ai essayé de rattacher ce diplôme à ça. Ça, c'était la première question que je voulais vous dire. La deuxième, vous avez parlé de François Hollande gentiment, mais il y a quelque chose qu'on a oublié de dire dans les présentations des uns et des autres, c'est on disait énarque. Mais moi, j'irai encore plus loin pour vous dire que vraiment, il y a de l'influence, vous êtes manipulés. C'est qu'on est tous de la promotion Voltaire, là. Non, pas donc tous, on va pas dire, tous, pas non tous. mais les trois qui sont là. Oui, les trois énarques. D'ailleurs, on n'a pas besoin de carte d'identité maintenant. Voilà. On rend notre Alors, carte d'identité, on dit promotion. Il ne fallait pas le dire. Voilà, mais oui, mais moi je l'ai fait exprès, tu vois, parce que vous voyez soi-disant la promotion Voltaire uniquement dans la politique, mais il faut dire aussi que dans l'influence, c'est aussi intéressant. Alors bon, ça c'était bien sûr pour vous détendre au début. Alors moi, en tant comme politique français, dans le passé, ben, je rejoins tout à fait ce que disait Jérôme Brunel. C'est-à-dire que, bon, je ne sais pas, les autres pays, ça Claude Revel connaît beaucoup mieux que moi, mais je n'ai pas senti de pression, de lobbying de la part des grands groupes. Bon, peut-être on a parlé de l'industrie pharmaceutique, des banques et tout, mais c'était pas présent. Et puis tout le reste, c'était les organisations professionnelles, les syndicats, etc., etc. Bon, mais ça paraît être dans le débat normal, dans l'influence normale. Et puis après, chaque parlementaire, vous savez, c'est pas parce que quelqu'un est venu le voir d'une banque ou que c'est là qu'après il va voter, parce qu'il y a les commissions, il y a les groupes parlementaires, il y a le parti, bon, tout ça est très collectif. Moi, je me rappelle, j'avais vraiment des gens qui m'influençaient beaucoup quand j'étais député. J'étais dans la 2e circonscription du Gard. C'est là où se présente Collard, maintenant du Front National. D'ailleurs, je suis allé faire un meeting contre lui samedi dernier. C'est pas facile contre lui. Et c'était les éleveurs de taureaux sauvages. À eux, alors vraiment, ils ne me lâchaient pas. Parce qu'ils voulaient que la TVA qui s'appliquait à eux, à tout leur spectacle tauromachique, ça soit la même que la TVA de toutes les organisations culturelles. Bon, je crois que quand j'arrivais ici avec les arguments des éleveurs de taureaux sauvages à Bercy, bon, j'avoue que j'étais pas très écouté, quoi, hein. Je crois que je suis jamais allé, j'ai jamais réussi à faire changer le taux de la TVA pour eux. Pourtant, j'étais organisé. Bon, à Bruxelles, c'est pas pareil, hein. Tu en as parlé un peu. À Bruxelles, les lobbyistes sont beaucoup plus organisés, etc. Mais en France, bon, je crois que moi, j'ai pas subi de pression particulière. Alors, vous parliez, je termine par là, de démocratie 2012, en disant un think tank, etc., etc. Bon, c'est ni nouveau, ni il y a la Fondation Jean Jaurès, il y a Terra Nova, il y en a d'autres qui font ça. Simplement, nous, Démocratie 2012, que j'ai créé il y a 2 ans avec d'autres amis, c'est à la fois plus et moins que cela. Pourquoi moins? Parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on n'aura pas énormément de salariés, on a des bénévoles qui réfléchissent beaucoup. On va essayer de proposer des idées nouvelles, non seulement pour la campagne, mais maintenant c'est terminé, disons, pour les périodes, les mois et les années qui viennent. Mais je crois que c'est plus parce qu'on a bâti un réseau aussi dans tous les départements de France et à l'étranger. Donc ça, c'est quand même pas le think tank traditionnel. Vous voyez, Terra Nova, bon, il y a quelques personnes qui s'expriment dans le monde et tout. Des fois, bon, un peu à côté de la plaque, quand on dit que la gauche ne doit pas s'occuper des masses populaires, mais s'occuper que des salariés intermédiaires. Bon, mais ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas de pratique de terrain. Donc nous, on va essayer de faire ça. Et on va essayer aussi de faire remonter les impressions du terrain sur toutes les réformes qui se feront. Donc pour répondre à votre question, c'est à la fois un think tank traditionnel, mais c'est à la fois plus et moins que ça. Voilà. Alors avant de vous poser ma deuxième question, on me signale juste que si jamais vous n'avez pas de stylo, vous pouvez poser vos questions via Twitter en faisant le hashtag France Influence, avec un S. C'est très chic. Voilà. Oui, c'est high-tech. Ah oui, très chic. Ouais, on a 2 tweets.
Ouais. Et donc ma deuxième question, Oui. une question donc qui s'adresse aux spécialistes des relations internationales et notamment de l'Asie, puisque vous avez été conseiller pour la Chine et l'Asie de François Mitterrand et président de l'association France-Asie. Oui. Pouvez-vous nous parler de la façon qu'ont les Chinois d'aborder les questions d'influence à l'international et en quoi leur philosophie et leurs pratiques diffèrent des nôtres? Alors, oui, il faudrait faire un peu d'histoire de la Chine. Moi, je crois que, mais il y a d'autres spécialistes ici. Moi, je suis un spécialiste de la généralité ou un généraliste de la spécialité. Je ne sais pas très bien, ça dépend comment on le définit. En fait, les Chinois n'avaient aucune pratique d'influence dans le passé à l'international. Parce que d'abord, la Chine, en chinois, ça se dit Chunko, c'est-à-dire l'empire du milieu. Donc, ils considéraient qu'à eux-mêmes, ils étaient le centre du monde. Bon, autour, il y avait quelques barbares. Plus on s'éloignait, plus on était barbares. Mais ils n'avaient pas vraiment d'influence. La preuve, et pour la conférence olivaine, c'est intéressant de le savoir, puisque la Compagnie de Jésus, en fait, influençait la Chine. Les jésuites étaient à la cour de l'empereur, et c'est eux qui influençaient, avec un des premiers qui s'appelait Matteo Ricci. Et si le pape avait écouté les jésuites, la Chine serait catholique et on parlerait français. Bon, c'était la fameuse guerre des rites que le Vatican a coupée, parce que les jésuites voulaient s'adapter en disant, nous, Confucius, Lao Tse, tout ça, etc., on n'a qu'à dire que ce sont des saints, et comme ça on les intègre là-dedans, on n'a qu'à s'habiller comme les Chinois, et c'était très intelligent. Mais là, la papauté n'a absolument pas voulu, puis s'est servi de ça après pour casser les jésuites, mais c'est un peu dommage. Donc en fait, il n'y avait pas traditionnellement de doctrine, d'influence de la Chine sur le reste du monde. Alors quand Mao a pris le pouvoir, bon là c'était une influence politique, puisque après ils se sont opposés à Staline, etc. Donc ils ont voulu bâtir non pas une 4e internationale, puisque c'était les trotskistes, mais une 5e internationale. Et donc la Chine a essayé, par les mouvements maoïstes dans le monde entier, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, etc., en Afrique, d'avoir une influence. Mais ça, c'était quelque chose de très ponctuel et qui, petit à petit, a disparu quand la Chine s'est intégrée à partir de 1978 dans le grand concert mondial. Alors maintenant, je trouve qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de concept spécifique. Au contraire, ils ont intégré un peu ce qui se faisait ailleurs. Alors c'est eux qui disent le soft power, le hard power, enfin bon, ça, tu connais mieux que moi. Mais c'est vrai que la Chine commence à avoir de l'influence, non seulement parce qu'elle devient une puissance économique, non seulement parce qu'elle fait des essais de puissance militaire au moins sur ses marges, et puis après elle a essayé le soft power avec les Jeux Olympiques, l'exposition universelle de Shanghai, et maintenant les centres Confucius dans l'ensemble du monde. Mais je dirais que pour que l'influence marche, et là il y a M. Delbecq me dira si je me trompe ou pas, parce que moi je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que pour que l'influence marche, il faut que le fond soit bon. Or, le problème des Chinois, c'est que, ils ont beau dire, on fait des massages, on est Lao Tse, on est tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que personne ne les croit, quand pendant ce temps, il y a 30 bonzes du Tibet qui se brûlent et qui se suicident, quand pendant ce temps, il y a l'affaire Botsilai, quand pendant ce temps, on empêche le prix Nobel de la paix d'aller chercher son truc. Bon, ça détruit en 2 jours tout ce qu'ils ont essayé de faire pendant plusieurs années. Donc je crois que ça, c'est un des thèmes qu'on peut retenir, c'est que pour que l'influence marche, il faut quand même qu'il y ait, un fond qui permette. Et je dirais, parce que je rebondis sur ce que vous disiez, là j'étais 100% d'accord avec tout ce que vous dites sur le rôle de l'État, c'est que la France, c'est peut-être le contraire, c'est qu'on a peut-être un bon fond, mais par contre, on n'a aucune pratique, aucune coordination de tout ça. Mais ça, on en reparlera peut-être dans le débat. Alors, d'après vos propos sur la Compagnie de Jésus, on peut s'imaginer que, en toute modestie, que la conférence Olivain, à sa manière, influence la Chine. D'ailleurs, on a été en Chine cette année pour notre voyage international. Très bien, mais très bien. En dehors de la conférence Olivain, est-ce que la France dispose d'autres leviers d'influence en Asie? Aussi puissant que ça, je ne sais pas, mais bon. Non, honnêtement, alors pour reprendre les critères classiques, mais effectivement classiques, on dit toujours que la France dit par la présence économique, par le rayonnement culturel, par le statut diplomatique,
par l'action militaire, par la langue. Bon, on a un certain nombre de choses d'une manière classique. Mais si on les prend un par un, bon, bien sûr, on a un réseau diplomatique très très bon, bien sûr, on a une présence militaire dans l'océan Indien et dans un certain nombre de bases, bien sûr, bon, on a le rayonnement culturel, mais tout ça, complètement d'accord aussi avec ce qui s'était dit, c'est pas du tout coordonné, c'est pas du tout utilisé. Et puis sur le plan économique, alors là, honnêtement, malgré les Airbus, malgré les centrales nucléaires, malgré tout ce que vous voulez, il faut savoir que le commerce extérieur de la France vis-à-vis de l'Asie, ça représente moins de 1%. Donc comment vous voulez avoir une véritable influence quand vous représentez moins de 1%? Bon, c'est pour ça que quand on avait l'ancien président qui disait, bon, ben, si vous ne discutez pas sur le Tibet, moi je ne viens pas à la soirée des Jeux Olympiques. Bon, ben, Hu Jintao s'en fout complètement. Il disait, bon, il n'y aura que 88 chefs d'État au lieu de 89. Donc, il faut qu'on se rende compte de ça. C'est que, avant d'influencer, il faut vraiment qu'on ait les moyens d'influencer. Alors, moi, je pense que, effectivement, notre capacité d'influence sur la Chine ou sur le reste de l'Asie, bon, s'il était coordonné et s'il était organisé, il pourrait être non négligeable, mais s'il reste éclaté ou s'il n'utilise pas ce qui existe, ça sera très, très, très difficile. Je vous donne par exemple un exemple. Bon, il existe des grands ensembles. L'ASEM, qui est l'Union européenne plus l'ASEAN plus 3, bon, qui se réunit d'ailleurs le 5-6 novembre à Vientiane. Il y a aussi l'APEC, qui sont tous les pays de l'Asie-Pacifique, et puis il y a ce qu'on appelle ASEAN plus 3, c'est-à-dire avec la Chine, la Corée et le... Bon, il y a énormément de réunions, des centaines de réunions tous les jours, par-ci, par-là. Bon. Ben nous, on est relativement absents, les Français, de tout ça. Et après, on dit, tiens, il y a une décision qui arrive, il y a une décision qui nous tombe dessus, il y a ceci, il y a cela. Non, ça ne tombe pas dessus, simplement qu'on n'est pas très présent dans ces enceintes. Par exemple, il y a les ministres de la sécurité de l'ASEM se réunissent régulièrement. Ben, la France n'a jamais été présente au niveau des ministres. Bon, là, pour la première fois, le Drian, il va le 11. Mais pendant 5 ou 6 ans, jamais il y a eu un ministre. Alors qu'il y avait les secrétaires d'État américains, il y avait le ministre de la Défense anglais. Et c'est là où il se prend un certain nombre de décisions et tout, etc. Et donc, je crois que ça se retrouve aussi au niveau européen. Quand j'entends dire par les dirigeants français, je crois que vous serez d'accord avec moi, une circulaire nous est tombée sur le dos, une circulaire de Bruxelles qui nous tombe. Alors, vous voyez, ça dans les meetings politiques, ça c'est bon. Attends, une circulaire de Bruxelles, bon. Mais attends, une circulaire, il faut 4 ou 5 ans pour la préparer. Donc elle ne peut pas vous tomber dessus. Et pourquoi on n'y était pas alors qu'on a tous nos représentants, on a toutes les instances et tout, pourquoi on n'a pas discuté? Donc en Asie, c'est un peu la même chose. Je vous remercie. Donc on va continuer avec Claude Revel, parce qu'on est pris par le temps, comme vous l'avez compris. Donc des questions rapides. Claude, dans tout ce qui a été dit finalement, l'influence c'est quoi? Pouvez-vous sélectionner quelques aspects particulièrement importants de l'influence? Bon, écoutez, merci. En fait, beaucoup de choses ont été dites, avec lesquelles je suis tout à fait d'accord. Alors l'influence, si vous voulez, à titre individuel, finalement c'est quoi? C'est faire penser ou agir l'autre selon votre souhait à vous. Et sans utilisation de force ni de paiement. Donc avec 2 grands outils qui sont la séduction et la conviction ou argumentation. Les 2 sont en fait la plupart du temps liés dans la réalité. Et en fait, comment dire, c'est une prise de pouvoir, dans tous les cas, de toutes les manières, mais une prise de pouvoir consentie, ce qui ne veut pas dire consciente, une prise de pouvoir consentie. Alors ça, c'est au niveau individuel, et ensuite, vous pouvez transposer ça au niveau collectif, ce qui nous intéresse ce soir. Et ce niveau collectif est extrêmement facilité par les technologies de l'information et en plus à un niveau planétaire. Alors ça a permis l'émergence... L'influence est un succédané de l'information. C'est une manière de traiter l'information, si vous voulez. L'information est une énergie elle-même, une énergie physique, comme les énergies pétrole, électricité, etc., sauf qu'elle ne se voit pas. Et donc, elle a permis de faire émerger des acteurs qui n'avaient pas d'autre pouvoir que celui-là, celui de l'information, par exemple des ONG, des petits mouvements, et a obligé les acteurs institutionnels en place, les États, les grandes entreprises, à repenser leur mode de relation au monde. Alors je sélectionnerai 3, on pourrait dire évidemment plein de choses, mais 3 choses rapides. D'une part, l'influence est une arme de compétition. Il faut la considérer comme ça.
C'est au moins sous deux aspects. Le premier, c'est que qu'on soit entreprise, État, école, il faut toujours aujourd'hui expliquer, il faut convaincre, il faut justifier de toute décision, de toute stratégie. Les États doivent séduire sur leur cadre institutionnel, les entreprises doivent séduire sur leur capacité à faire face à la crise, etc. Et cette obligation de convaincre, elle est fondée sur l'influence. Et cette influence elle-même est fondée sur l'image, sur la réputation, la marque, etc. Donc tout ça est un ensemble. Et avec toutes les dérives évidemment que l'on peut voir, puisque les autres font la même chose, donc ils essaient de contre-influencer sur votre image, sur votre marque, etc. Le deuxième titre de la compétition, c'est qu'elle a lieu, et on l'a abondamment dit, donc j'irai assez vite, elle a lieu abondamment en amont. C'est ce qu'on appelle la compétition sur les règles, sur les normes qui façonnent l'environnement normatif, y compris dans le vin d'ailleurs, cher Jean-Marie, puisque le vin a été façonné par un annuaire qui s'appelle le Parker. Bref, on pourra en parler longtemps. Et donc, et qui peuvent donc, comme les normes financières et comptables, complètement changer un environnement. Et évidemment, ces normes, elles ne sont pas faites par n'importe qui, elles sont poussées par un certain nombre d'intérêts. Et donc, on peut fermer, ouvrir des marchés, ouvrir des implantations, structurer des pouvoirs, etc. Et tout cela se travaille, ça se travaille, c'est professionnel, ça s'est parfaitement professionnalisé dans les cultures anglo-saxonnes, mais plus seulement justement, et c'est là que j'arrive au deuxième point, c'est que l'influence en tant que technique a influencé notre mode de gouvernance, c'est-à-dire notre gouvernance collective, la définition d'intérêt général. C'est ça qui est important. Dans notre société mondialisée, l'influence est devenue la mécanique de formation de la décision publique, comme elle est aux États-Unis, par le biais du lobbying, qui est une forme démocratique. C'est-à-dire, on fait confiance aux intérêts privés, aux expressions privées, pour informer les gouvernants et pour qu'ensuite ils puissent avoir un choix éclairé. Bon, ce n'est pas du tout notre conception à nous en France, on ne va pas y revenir, mais elle s'est imposée peu à peu, venant du soft power américain, et elle s'est imposée également en Union européenne. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'on n'a pas trop de temps. Ensuite, c'est aussi un mode de gouvernance, ça devrait être en tout cas l'influence, un mode de gouvernance pour les entreprises comme pour les États, dans le sens qu'il est impensable, il paraît impensable de laisser des règles et des environnements se faire sans au moins y intervenir. C'est-à-dire que, et c'est là que c'est lié à l'anticipation, parce que pour influencer, il faut anticiper. On n'influence pas en l'air comme ça, il faut d'abord savoir ce qui va se passer et ensuite essayer de façonner cet avenir comme on le souhaite, si vous voulez. Ou en tout cas, d'éviter qu'il le soit par des concurrents. Et c'est ce qui est pratiqué dans la diplomatie d'entreprise, le soft power, l'advocacy, la public diplomatie, etc., qui sont des actions à long terme, où il s'agit de doucement, sans bruit, imbiber les règles, les cerveaux, via les think tanks, les relais d'opinion, les cercles de réflexion, les universités, les invitations de dirigeants, etc., etc. Alors les États-Unis sont évidemment passés maîtres là-dedans, mais comme tu le disais, les Chinois ont pris des bonnes leçons, ils sont des très très bons élèves. Ils ont fait un peu leur marché, les Brésiliens aussi. On voit également des nouveaux, entre guillemets, comme le Qatar, qui sont très très bons. Et le troisième point de type de compétition, mais vous l'avez abordé aussi un petit peu, mais je crois que c'est super important, c'est que l'influence est aussi une ingénierie. Elle est une ingénierie au service de la pénétration des marchés extérieurs, de la compétitivité, tout ça. Mais aussi, c'est un véhicule de modèles et de valeurs. Si l'influence américaine s'est tellement répandue dans le monde, c'est parce qu'elle était porteuse d'un message, qu'on soit d'accord ou non, mais elle portait un message, une mission, si vous voulez. On n'influence pas en l'air, tu l'as dit tout à l'heure, on influence sur un contenu. Bon. Donc il y a une vraie compétition mondiale au niveau des philosophies, des modes de vie, des valeurs politiques et sociales. Et aujourd'hui, notre monde occidental, je pense qu'on est clairement sous un mode, si vous voulez, qui est un mode on a été influencé. On est dans un mode de gouvernance que moi j'appelle libéralo-moral, c'est-à-dire que d'un côté on a des règles, disons on a un mélange de valeurs très libérales, puis de l'autre côté on a une éthique qui est normée et qui est de plus en plus normée. Enfin, normée par qui, c'est une question aussi. Hein. Et cette normalisation se fait à travers des normes apparemment techniques, comme les règles anticorruption qui sont très très techniques mais qui en fait transportent des valeurs. Et également, cette compétition peut se faire aussi directement sur des notions tout à fait d'organisation sociale. J'ai un exemple précis, qui est l'exemple de la laïcité, dont nous, on est très fiers en France, mais c'est un modèle que dans le monde, on ne comprend pas. Hein. C'est un modèle qui est très attaqué dans le monde, et on ferait bien de s'en préoccuper rapidement, d'influencer, y compris d'ailleurs nos alliés les plus proches, qui comprennent pas très bien, enfin les Américains, les Anglo-Saxons d'une manière générale.
Alors, finalement, nouveau paradigme ou nouvelle donne. Dans les deux cas, la France et les Français se les sont-ils appropriés? Alors, je répondrai d'abord à la deuxième chose. Est-ce que les Français se sont appropriés? Alors, non, je ne crois pas complètement. Je dirais même... il reste encore beaucoup à faire. Ça commence. Ça commence, voilà. Je ne veux pas être totalement négatif, ça commence. Ça commence, mais on est encore loin du... On commence tout juste à accepter le lobbying. Et encore en le soupçonnant toujours des pires vilainies. En fait, la question, c'est est-ce qu'on a intégré l'information comme étant une énergie comme une autre et qu'il faut utiliser, qu'il faut savoir canaliser. Parce qu'on est encore imprégné par un monde assez hiérarchique, hein, il faut quand même le dire, féodal parfois. On a du mal à comprendre un mode de fonctionnement où la loi est faite avec l'aide de ceux-là même pour qui elle est faite, pour qui doivent l'appliquer. C'est ça, voire même par eux. Toutes les autoréglementations dont on pourrait parler. Bon, également, notre esprit cartésien et de la plupart de nos dirigeants a quand même un peu de mal aussi à se dire qu'on va aller perdre du temps, entre guillemets, dans des cercles de réflexion, des choses comme ça, qui n'ont pas un grand intérêt. Ce qui, en fait, sont l'essence du réseau, de ces lieux un peu interstitiels où se font les influences. Et, pardon ? Démocratie. Voilà, exactement. Ben, le réseau des réseaux. Or, l'influence, c'est par définition transversale, si vous voulez. Elle ne peut pas être cloisonnée. Et je crois qu'on a du mal aussi, c'est pour ça qu'on a du mal avec certains outils de l'influence, comme les classements mondiaux, comme celui de Shanghai pour les universités, comme le classement des États que vous connaissez peut-être, qui est un peu scandale à mon avis, qui est le classement Doing Business de la Banque mondiale aussi. On a du mal, pourquoi? Parce que quand nous, Français, on voit un classement, on se dit que forcément, il est fait par quelqu'un de neutre. Pour nous, le classement, c'est le maître, l'État, etc. On ne peut pas imaginer que ces classements sont faits en fait par des intérêts, qui, sans être paranoïaque du tout, mais des intérêts qui sont derrière, si vous voulez, y compris au sein de la Banque mondiale. Et même quand on parle de concept de gouvernance dont on parlait tout à l'heure, le développement durable ou la responsabilité sociale, très bien, d'où ça vient? D'où viennent ces concepts? Alors vous allez me dire de l'ONU. Très bien. Qui les a placés à l'ONU? Point d'interrogation. Donc nous avons aussi, enfin d'interrogation, on peut en reparler, c'est pour vous donner envie. Par contre, en France, on s'est bien adapté à tous les aspects techniques des réseaux. Les réseaux sociaux, le web marketing, etc., ça marche très bien. Et il est intéressant au niveau vous me disiez si c'était un nouveau paradigme ou non, de voir que finalement, les réseaux répondent à des conditions un peu physiologiques de notre cerveau. Il existe un chiffre qui s'appelle le chiffre de Dunbar, qui est un chercheur américain, qui en 1993 a établi à 150 le nombre maximum de personnes avec lesquelles on peut entretenir une relation stable. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'en juin 2011, une étude de l'Université d'Indiana nous dit que les utilisateurs de Twitter ont entre 100 et 200 contacts réguliers, et que le sociologiste, le in-house sociologiste de Facebook, parce qu'ils ont un in-house sociologiste à Facebook, indique que la moyenne des contacts Facebook est de 150. Vous vous rendez compte, c'est quand même drôle, c'est tout compris à peu près dans les mêmes zones. Autrement dit, on a quand même cette notion de réseau, elle répond à des notions qui doivent être travaillées, elle répond à des règles, si vous voulez. Et d'ailleurs, on ferait bien aussi de se pencher sur des gens un peu plus anciens, comme Gustave Le Bon, comme Freud, comme Moscovici, le père, qui ont étudié, le père du ministre, je veux dire, qui ont étudié la manière dont l'influence fonctionne dans les groupes. Comment des minorités peuvent prendre, par l'influence, peuvent prendre possession de groupes. Donc en termes techniques, je terminerai par là, en termes techniques, je crois qu'on est très bon en France, on comprend tout ça. Mais en jouer comme arme d'influence, que ce soit du côté des entreprises, un peu mieux déjà les grandes entreprises, mais alors, du côté de l'État, en matière d'influence politique internationale, c'est autre chose. Ce n'est pas chez nous qu'on verrait, je ne vous dis pas forcément que c'est bien, hein, mais je vous dis que ce n'est pas chez nous qu'on verrait un Google mettre en place un séminaire, comme ils l'ont fait en septembre 2011, de consultation entre repentis terroristes de toutes sortes, hein, de concert avec le département d'État américain, en dehors des États-Unis, en Irlande, pour comprendre et éradiquer le germe du terrorisme. Bon, vous voyez, c'est ce genre... alors, ils le disent, c'est transparent, on travaille avec le département d'État. Bon. Donc, il faut apprendre à monter des stratégies d'information publiques, privées, en commun, et de préférence avec des gens qui sont différents de nous, avec des ONG, avec des think tanks, etc. L'influence, c'est un pouvoir qu'il faut vouloir. Et je crois qu'il faut comprendre déjà que c'est une nouvelle règle du jeu, et ça va nous mettre au pied du mur du volontarisme politique. Parce que c'est par l'influence qu'on pourra
maintenir notre modèle ou non contre les influences qui s'exercent aujourd'hui. Tu as parlé de la Chine qui a effectivement déjà réussi à fédérer des pays en développement autour de son consensus de Beijing, qui est contre le consensus de Washington. Bon. Mais il ne faut pas être négatif, il faut au contraire proposer. C'est-à-dire il faut qu'on arrive à proposer un contenu. Nous, la France, on dispose d'un capital culturel, d'un réservoir d'idées politiques unique au monde. Il faut le dire. Bon, mais par contre, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas être arrogant à aller le dire. Il faut l'utiliser, mais sans le dire, si vous voulez. Et moi, je plaide pour que nous organisions un pilotage et une ingénierie en ce sens, au plus haut niveau de l'État, qui ait des priorités fondées sur le long terme et qui s'articulent sur les 3 piliers économiques, politiques et culturels, comme font les autres. Hein. Bon. Et pour terminer, si vous voulez vraiment, on devrait arriver à savoir, entre guillemets, donner envie. En fait, il faut donner envie. Parce qu'aujourd'hui, il y a, entre guillemets, aussi une grosse fatigue du modèle libéral, quand même, qui est un peu attaqué de partout. Mais en même temps, il n'y en a aucun autre. Il n'y a aucun autre modèle qu'on ait envie d'avoir. Hein. On n'a pas trop envie de modèle chinois, pas trop envie de modèle qatari non plus. Enfin bon. Donc, je crois qu'on a vraiment une place à prendre et il faut la jouer. Et pour le long terme, il faut aussi réfléchir sur l'influence, comme l'a un peu dit Eric, influence en tant que nouveau mode de relations internationales. Enfin, ça, c'est un autre domaine, mais sur lequel la France et l'Europe pourraient être aussi proactifs. Voilà. Alors, juste une dernière petite question avant de poser les questions du public. La question est à Jean-Marie Cambacérès et à Éric Delbecq. En 2 minutes chacun, si possible, avant de passer la parole au public. Pensez-vous que cette nouvelle donne de l'influence peut renouveler la diplomatie, préfigurer un mode de gouvernance internationale? Écoutez, d'après ce qu'a dit Claude Revel, en tout cas, ça avance tout seul. Donc, si nous, on n'en fait pas partie, on risque de se voir imposer un certain nombre de choses, dont les normes, les concepts, tout ce qu'elle a dit, les critiques du droit romain, le classement de Shanghai, enfin, les exemples qu'elle a donnés, montrent qu'il y a une gouvernance qui se met en place et que si on n'en fait pas partie, on sera petit à petit exclu. Alors, est-ce que pour cela, ça doit renouveler la diplomatie? Tout dépend de ce qu'on entend par diplomatie. Parce que j'ai vu l'interview de Fabius il y a 2 jours dans Le Monde. Il dit qu'effectivement, maintenant, au Quai d'Orsay, on va s'occuper de l'influence. Mais je crois que ce n'est pas au Quai d'Orsay, c'est pas que au Quai d'Orsay qu'il faut s'en occuper. Parce que ça existe déjà un certain nombre de choses. À Bercy, il y a l'intelligence économique. Mais je crois que le problème de la France, c'est qu'il n'y a pas un pilotage global. D'ailleurs, Claude le disait, donc qu'il soit fait ou à l'Élysée ou à Matignon, qui est quelque chose qui coordonne un peu tout le reste, et qui coordonne tous les secteurs. Parce que ce ne soit pas l'économie d'un côté, la défense de l'autre, les réseaux, les étudiants qui sont venus en France, on n'utilise pas beaucoup ces réseaux, les problèmes de la langue, vous savez, les problèmes de la langue, bon, si pendant quelques secondes je peux en parler, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, moi je suis assez sensible à ça, que indirectement, le fait que tout le monde parle anglais partout, tout le temps, petit à petit, la France disparaît. Moi, je suis désolé, mais quand vous avez un grand groupe international qui va en Chine, où tout le monde parle anglais, où les gars arrivent de Hong Kong ou de ceci, de cela, on ne sait plus qui c'est. Or, les Chinois attribuent un certain nombre de choses de manière politique. Et ils tournent. Il faut 1/3 aux Japonais, 1/3 aux Américains et 1/3 aux Européens. Si vous arrivez en parlant anglais, en venant d'Australie, qui vous représente et tout, les gars, ils ne savent plus où vous êtes, vous n'avez rien du tout. Bon, je peux donner des exemples très précis. Et en plus, on coupe la branche sur laquelle on est assise, parce que comment vous voulez négocier avec des États, la Chine, etc., des bourses pour des étudiants, apprendre le français, c'est très compliqué, beaucoup plus que l'anglais. Si vous, quand vous arrivez dans ces pays-là, vous parlez anglais, et si les conseils d'administration en France de grandes boîtes parlent anglais, et si les cadres doivent parler anglais, ce qui quand même fait du stress, de l'exclusion et tout, etc. Et moi, le truc le plus absurde que j'ai vu, c'est Air France qui me confirme mon billet pour aller à Montpellier en anglais. Attends, j'ai dit, je crois rêver, quoi, tu vois. Et on ne se rend pas compte qu'avec ça, on perd beaucoup d'influence. Voilà, bon, ça c'est une position un peu personnelle. Mais je crois que s'il y avait cet organisme au plus haut niveau de l'État qui pense à tout d'une manière
d'une manière d'influence, que ce soit la défense, que ce soit l'économie, que ce soit la culture, que ce soit les normes, que ce soit l'utilisation, les réseaux des décorés ou des étudiants, ben, je crois qu'avec les moyens qu'on a, on pourrait avoir quand même beaucoup plus d'influence. Donc ça ne renouvellerait pas la diplomatie en tant qu'instrument traditionnel du Quai d'Orsay, mais ça renouvellerait peut-être notre façon d'aborder l'influence de la France dans le monde. Merci, Monsieur Delbecq. Moi, je suis bien évidemment d'accord avec Monsieur Cambacérès, mais je voudrais juste ajouter une chose, c'est que je crois que l'influence met à l'épreuve la diplomatie traditionnelle. Oui. Alors, c'est intéressant ici même parce que deux auteurs bien connus en ces murs, Bertrand Badi et Alfredo Valadao, ont répondu à ces questions. Pourquoi? Parce que le premier, Alfredo Valadao, dit que l'influence, c'est la maîtrise des règles du jeu, de l'échiquier sur lequel on joue la partie. J'ajouterais que c'est aussi la maîtrise des perceptions individuelles et collectives. Donc ce que les gens pensent et comment ils agissent dans un environnement dans lequel il y a des règles, bonnes ou mauvaises, peu importe, mais dans lequel il y a des règles. Et deuxièmement, quant aux thèses de Bertrand Badi, ça fait des années qu'il nous explique que la diplomatie traditionnelle a toujours mis en avant le fait que les relations internationales étaient le fait d'États, et d'États qui parlent à d'autres États. Et précisément, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que le monde est fait de plein d'autres choses que de l'action de l'État, notamment de la société civile, quelle que soit l'imprécision de ce mot, et que l'influence est justement la capacité d'agréger une myriade d'acteurs dont l'État n'est qu'un de ces acteurs, et de les faire concourir à un objectif commun. Et c'est bien là, je rejoins ça avec une autre théorie qu'on a évoquée, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui il ne peut pas y avoir de théorie du complot. Le complot, c'est une espèce de gigantesque manipulateur qui se cache derrière les autres acteurs et qui en fait présuppose l'unité. C'est-à-dire il y a un grand 1 avec un grand U, c'est Big Brother, derrière l'ensemble des acteurs qui agissent. La société mondiale aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est une myriade d'acteurs et la prime est à celui qui est en capacité de les faire se coordonner sans les dominer. Les États qui comprennent ça sont bons, les États qui ne le comprennent pas sont moins bons. Or, la diplomatie avance toujours. J'ai encore des exemples récents et je vais terminer avec une anecdote parce qu'elle me fait encore aujourd'hui hurler de rire. J'ai travaillé pendant 8 ans avec un préfet que je vénère absolument qui s'appelle Rémi Potra et qui a été l'un des pères de l'intelligence économique. Et il y a de ça longtemps, quand il était préfet dans le Nord-Pas-de-Calais, il a eu l'occasion, dans un pays que je ne nommerai pas, pour une entreprise que je ne nommerai pas d'une centaine de personnes, petite entreprise, faisant de la lingerie féminine, d'intervenir pour une conquête de marché, si je puis dire, auprès d'un ambassadeur. Il appelle l'ambassadeur, il dit « Cher ami, voilà, j'ai ce petit problème, il faudrait qu'on mette quelque part en place une stratégie d'influence. » Alors l'ambassadeur l'écoute gentiment, et une fois que le préfet a fini, « Monsieur le préfet, néanmoins, cher ami, vous m'auriez dit qu'il fallait vendre des avions de chasse. Bon, soit. Vous m'auriez dit qu'il fallait vendre des centrales nucléaires. Peut-être. Vous m'auriez dit qu'il fallait vendre le TGV. Oui, très bien. Mais alors là, des soutiens-gorge et des petites culottes, vous n'y pensez pas. Eh oui. Sauf qu'aujourd'hui, l'échiquier mondial, c'est pas de vendre simplement des centrales nucléaires et des avions de chasse. C'est aussi de vendre des petites culottes, parce que les PME sont aussi un acteur de l'économie mondiale. Et plus que jamais, on n'a pas le temps ici, mais si on faisait un petit peu de la rénovation des politiques industrielles contemporaines, on se rendrait compte que le cœur du sujet est bien là. Donc l'État ne parle plus à l'État, mais plus que jamais, des nations et des blocs régionaux parlent à d'autres nations et à d'autres blocs régionaux par-delà une myriade d'intervenants. Le jour où la diplomatie aura compris cela, elle aura achevé sa mue et sera passée dans l'ère de l'influence. Yes, M. Delbecq. Le jour où la diplomatie française, parce qu'il y en a qui l'ont bien compris, ça s'appelle la public diplomatie, ce que tu dis, et les Britanniques sont absolument excellents. Ils disent même que la diplomatie ne doit plus s'adresser qu'aux diplomates, les États doivent s'adresser aux individus du monde entier. Je parlais effectivement, bien évidemment, de la nôtre, et je me permets juste d'ajouter, parce que tu me fais penser à cela, Claude, je suis également d'accord avec ce que vous disiez, M. Cambacérès, tout à l'heure, c'est qu'il y a du contenu dans ce pays comme il n'y en a peut-être nulle part ailleurs. Et nous réussissons ce tour de force, parce que c'est un tour de force, d'avoir sans doute le plus de choses à dire encore au monde et d'être celui qui sait le moins les dire. C'est assez fantastique et je vous laisse méditer ce paradoxe, tout français, qui porte quand même à l'excellence quelle qu'elle soit. Oui,
Si je peux me permettre 2 minutes, je vous trouve quand même très négatif. Oui, moi je trouve qu'on est un peu négatif aussi. Comme si vous aviez une photographie de l'État et des structures étatiques d'il y a quand même 20 ans. Ça a bougé. Et je prends l'exemple des finances, puisque en tant que banquier, quand nous exerçons notre influence, il vaut mieux exercer cette influence avec l'appui de l'État, du Trésor, et voire du superviseur. Mais on va s'en tenir au Trésor. Eh bien, la manière avec laquelle nous travaillons de concert et nous avons le souci d'arriver à influencer l'organe de décision qui ne comprend pas uniquement au Conseil européen, si on prend l'exemple de l'Europe, uniquement que les grands pays, mais les petits pays, le temps que nous passons à convaincre, à la manière anglaise, que des pays qui pèsent moins, notamment sur le plan financier, la Pologne et autres, qu'il ferait bien de se rallier à notre position, eh bien, nous a permis d'avoir un certain nombre de succès qui sont non négligeables. Donc je vous trouve un peu négatif. Alors je suis bien d'accord qu'il y a toujours des exemples réussis, et je ne dis absolument pas le contraire, mais sur un certain nombre de débats, je prends juste, et j'en terminerai là, juste un que je trouve particulièrement contemporain et important au vu des événements internationaux. Voilà quelques années que nous échouons régulièrement à faire entendre une voix particulière sur la question des sociétés militaires privées, qui, dans l'ordre géopolitique dans lequel nous vivons aujourd'hui, est quand même assez intéressante. Eh bien, et là encore, on peut parler d'anticipation, ça fait à peu près maintenant une dizaine d'années que se construisent les règles internationales influencées par les anglo-saxons de capture de ce marché à l'échelle mondiale. Nous réagissons à peine. Il y a eu effectivement un rapport parlementaire récemment, mais nous échouons encore, et intéressant du point de vue de l'influence, à même construire intellectuellement le problème. Parce que nous sommes encore les seuls à donner l'acronyme de SSD à l'ensemble des entreprises, c'est-à-dire entreprises privées de sécurité et de défense, sans être capables à aucun moment de distinguer dans l'ensemble des opérateurs ceux qui sont les vrais sous-traitants de questions liées aux armées d'État et ceux qui sont en fait les accompagnateurs sur des questions de sécurité en zone hostile de grands groupes propulsés à l'international. Alors, bien évidemment, c'est un peu aussi notre rôle de toujours parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Mais ce qui est intéressant, c'est la comparaison à une échelle statistique significative. Voilà, et pour des réussites emblématiques, il faut voir qu'il y a quand même beaucoup d'échecs. Et encore une fois, je suis peut-être excessivement négatif parce que j'ai encore la bêtise d'être ambitieux pour mon pays. Et je trouve que les quelques réussites que nous avons, certes emblématiques, belles et dont il faut se féliciter, ne sont rien comparé à ce qu'un pays de notre taille est encore capable de faire à l'échelle mondiale contre toute rationalité en termes de taille. Astérix, quoi. Ouais. Oui, moi aussi, je pense que Jérôme Brunel a sûrement raison sur quelques points qui ont été importants au niveau européen ou dans la banque. Mais alors, je dis, s'il n'y avait pas eu ces quelques résultats positifs, où on en serait? Parce qu'il y a quand même eu l'année dernière un record de déficit du commerce extérieur de 70 milliards de dollars. Alors, si les trucs marchaient, tu dis il y a des trucs qui marchent bien, mais alors si ça ne marchait pas, où on en serait? Parce que si, avec des trucs qui marchent, on arrive à moins 70 milliards d'euros de déficit, et dans le reste de l'Asie, bon, nous on représente moins de 1%, les Allemands représentent 4%, c'est-à-dire 4 fois plus. 4 fois plus, et tout ça parce qu'ils ont des grosses PME, tout ça, etc., et où ce n'est pas l'État qui négocie, c'est effectivement des grosses PME qui vont dans toutes les provinces chinoises, dans les grandes municipalités, qui passent des accords. Et ça, bon, ben, c'est vrai qu'en France, on l'a pas. Bon, écoutez...